Ben voilà, je suis très content qu'on ait pu diffuser ce film. Enfin, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, dès que j'ai vu le film, en fait, j'ai appelé Hermeline en disant faut qu'on fasse un ciné-débat autour de ce film-là, parce que j'ai trouvé ça assez exceptionnel. M'intéressant à ces bestioles depuis un certain temps, enfin voilà, quand j'ai vu ces images-là, ça me rappelait à la fois des observations que j'ai pu faire ou que je peux faire, et puis parfois aussi des images qu'on n'a pas la chance de voir quand on voit notamment les bestioles dans leur terrier. Là, il y a des choses voilà, c'est assez dingue. Le film en dit déjà beaucoup, donc ça aborde déjà pas mal de choses. Donc je ne sais pas si vous connaissez les abeilles sauvages, si vous avez conscience de cette diversité, de leur mode de vie, etc. Donc, je ne sais pas, je vous laisse un peu la parole, savoir si vous avez des questions, des remarques. Il y a un micro, sinon c'est la voix. Alors, ça fait peut-être un petit peu peur par moment, les bagarres, hein, là, parce qu'en fait, la vie sauvage, c'est, voilà, je te prends ton territoire, voilà, je te prends ta maison, donc ça fait un petit peu peur, mais c'est des toutes petites bêtes, et puis ils travaillent pour tout le monde, pour nous, alors il ne faut pas avoir peur d'elles. Du coup, est-ce qu'il y a des questions aussi sur l'ABC, l'Atlas de la biodiversité communale, ou des remarques Donc en fait, quand j'avais dit 560, c'était dans le synopsis, mais dès le début du film, il a dit 800. Donc voilà. Pas de remarques particulières. T'as rebranché déjà ton câble? Non, je vois pas le câble. Le câble, il est là. On va chercher la balai. Tu veux que j'appuie Sinon... Juste quand même par rapport aux images, ça vous n'êtes pas posé la question, par exemple, comment il fait quand il filme dans les alvéoles, quand on voit les larves et tout ça. Donc en fait, quand on va sur leur site internet, il explique, alors il détaille tout le personnel avec lequel il travaille, l'image, le son, le montage, le chercheur et tout, mais il y a aussi une dame qui s'occupe de ce qu'ils appellent la ferme. Bon, c'est écrit en allemand ou en anglais, je ne sais plus, mais en fait, ils ne détruisent pas des nids pour pouvoir aller mettre une caméra. Hein. Donc en fait, il y a des dispositifs, c'est des sortes comme des ruchers vitrés, le long desquels on peut faire des travelling. Quand on bouge la caméra, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a des moments où on voit plusieurs larves les unes à côté des autres, chacune dans sa petite cellule. Donc là, c'est la caméra qui se promène derrière une vitre, où ils ont aménagé, en fait, ils ont pris quelques bêtes et puis ils les ont favorisé peut-être leur installation. Et donc en fait, ils expliquent dans le site qu'ils ont une mini-ferme. Je pense que c'est justement pour faire certaines séquences dans lesquelles on ne peut pas aller défoncer un nid pour pouvoir... et ni aller mettre une caméra, enfin voilà. Et sinon, évidemment, il y a quelques images de drones, qui sont évidemment aussi de plus en plus utilisées dans les tournages, ça vous êtes habitués maintenant. Mais donc il y a beaucoup d'images aussi quand on voit les fleurs qui naissent ou qui changent de couleur. Donc ça, c'est des prises de vue, c'est des milliers de photos qui ont été faites pendant des fois plusieurs jours. Et parfois aussi, ce qui est assez étonnant dans ce film-là, c'est que ça bouge. Il y a aussi ce qu'on appelle des travelling, ça bouge autour des fleurs. Donc ça, je pense qu'il y a un petit pilotage par ordinateur avec peut-être ou un petit rail qu'on ne voit pas, mais où l'appareil photo a pu être mis sur un rail et puis un petit moteur qui est piloté pour avancer le long des fleurs, par exemple d'1 millimètre toutes les 2 heures ou quelque chose comme ça, ce qui fait qu'on va avoir une vue qui tourne autour des fleurs qui en même temps grandissent. Hein, parce qu'on connaît bien le système d'image par image où on voit une fleur grandir, mais là il y a aussi le fait que par moment ça tourne ou ça avance dans la nature, ça bouge aussi. Hein. Donc c'est pas un humain qui est là en train d'attendre et d'appuyer, de faire les photos parce que ça prend des heures et des heures ou des jours et des jours. Hein. Et évidemment après il y a plein de questions. Moi je me pose par exemple quand il dit que je sais plus quel coléoptère ou je sais plus, il sort des fois au bout de 2 ans. Et puis il se trouve que le caméraman il est là, il a réussi à le filmer. Alors évidemment c'est énormément de temps d'attendre, de repérer des endroits. Et c'est pour ça aussi, je pense qu'ils ont dû avoir des endroits vers chez eux, où ils ont dû certainement favoriser l'installation d'espèces aussi pour pouvoir saisir des choses sans faire des kilomètres. Parce que le nid de coléoptère, on ne peut pas passer 2 ans à attendre que ça sorte. Hein.
bon, il y a peut-être des indicateurs qui lui permettent de savoir que ça va sortir, peut-être du mouvement de terre qui sort ou je sais pas quoi, mais donc ça suppose vraiment énormément de temps pour trouver les objets. Et donc ils ont organisé dans la maison de production aussi, dont ce réalisateur s'occupe, des archives. En fait, comme il filme énormément de choses qui ne rentrent pas forcément directement dans un film. Parce que par exemple, on peut imaginer quand ils font un film sur la Belle Sauvage, ils vont aussi filmer des coléoptères qui ne sont pas des prédateurs des abeilles sauvages. Et donc ils filment énormément de choses et ils commercialisent, entre guillemets, enfin ils mettent à disposition des gens qui en auraient besoin, des archives d'énormément d'espèces sur lesquelles ils ne font pas forcément des films, mais qu'ils ont forcément rencontrés lors de toute leur pérégrination, puisqu'ils y passent énormément de temps. Hein. Donc ne filment pas que les abeilles sauvages, parce qu'ils font ça. Ils filment tout ce qui passe, sûrement, et ils collectent et ils font des archives aussi à disposition, éventuellement d'autres réalisateurs, par exemple. Alors, donc s'il n'y a pas de questions, bravo Marie. Oui. Alors ça, je ne sais pas, parce que le texte est adapté, il dit qu'il y a tant d'espèces en France, donc, mais comme c'est une version d'Arte, je pense que c'est pour le passage sur Arte. Je ne sais pas exactement ça, j'ai pas... Après, on pourrait faire les mêmes observations ici. Ouais. C'est ça que je trouve génial, c'est de se dire, tout ce qu'on a vu qui peut nous émerveiller et tout, c'est des observations qu'on peut faire chez nous, quoi. Il suffit que vous sortez derrière chez vous, et voir dans votre jardin, et c'est des observations que vous pouvez faire en direct. Toutes les espèces qu'on a vues, là, on peut les voir. On aurait pu faire un quiz d'ailleurs, j'en entendais derrière moi qui disait tusilage, je sais pas quoi. En fait, des espèces qu'on voit, hein, chicorée. Ouais. Et c'est le bon moment là, si ça commence à sortir, hein. Enfin pas aujourd'hui, il fait un peu froid. Mais les quelques jours où il a fait chaud, là, il y avait les premières abeilles qui sortaient. J'ai vu les premières abeilles charpentières qui butinaient les élébores fétides. Il y avait des butineurs sur les petits lamiers aussi. Donc, ce que je vous propose, c'est voilà, de compléter. En fait, je ne vais pas vous redire ce que vous avez vu dans le film. Pardon. Mais l'éteindre de lumière pour... Merci. C'est juste apporter quelques compléments. Ouais. Alors je voulais juste rappeler, juste pour bien prendre conscience, rappeler deux, trois choses, deux chiffres, un chiffre là qui est voilà, 4 espèces sur 5 de plantes sauvages ou cultivées dépendent de la pollinisation des insectes. Juste un petit rappel, je pense que c'est bien de l'avoir en tête. Et puis cette image-là, quand dans le film il aborde le fait qu'il y a un intérêt économique fort des abeilles, et puis à un moment donné il doit parler aussi de la fructification qui est meilleure. Moi il y a cette image-là que j'avais récupérée sur internet qui me parle, je trouve que voilà, sans grand discours. Vous avez 3 lignes de fraises là, donc en haut c'est des fraises qui ont été auto-fécondées, donc il n'y a pas eu ni vent ni insecte pour féconder. Vous voyez la tête des fraises, que ça donne des fruits, mais vous voyez quels fruits. Si le vent rentre dans la danse, donc permet de transporter le pollen d'une fleur à l'autre, ça améliore un peu les choses. Et quand c'est les abeilles qui s'en occupent, les fruits sont autrement plus beaux et plus gros. Voilà. Pour voir cette auto-fécondation ou fécondation, on met des petits chapeaux autour des abeilles, c'est ça, des petits tissus. J'imagine qu'ils ont isolé les fleurs pour pouvoir faire ces observations. Alors, je complète un petit peu par rapport au local. L'idée des atlas de biodiversité communale aussi, c'est l'amélioration des connaissances naturalistes sur un territoire, ou alors la compilation des données existantes. Et là, il se trouve que sur Val d'Ety, il y a 2 réserves naturelles. Donc la réserve naturelle nationale de Chalmecin qui est devenue porte de cœur du parc national, et puis la réserve naturelle régionale des pelouses et bois de Villemoron. Donc on est 2 sites qui sont un peu étudiés à la loupe. Et sur Chalmecin notamment, on a mené une étude sur les abeilles sauvages. Alors l'idée c'était à la fois d'améliorer les connaissances sur les abeilles qui vivent sur ce site. Donc vous avez quelques images sur la diapo. Et puis également un rôle plus au niveau national de tester un protocole d'étude justement d'inventaire de ces espèces d'abeilles. Puisque, enfin, je vais vous
l'expliquer là, mais c'est pas tout simple de savoir quelles abeilles vivent sur notre territoire. Donc vas-y, tu peux passer. Donc on a mené une étude sur la période 2015-2018 sur le Marais, ce qui nous a permis d'observer une centaine d'espèces d'abeilles sauvages différentes. Donc, voilà, ça, juste pour resituer, hein, par rapport aux 900 et quelques abeilles potentielles en France, c'est pas négligeable sur un site qui fait à peine plus de 100 hectares. Donc je ne vais pas citer toutes les espèces, juste je prends le groupe des bourdons. Moi j'ai été assez épaté de voir, quand j'ai pris la liste des espèces qu'on avait observées, de voir qu'il y avait 14 espèces de bourdons différentes, rien que sur le petit site du Marais de Chalmecin. 14 espèces de bourdons sur une petite cinquantaine, je crois, en France, quelque chose comme ça. Vous avez quelques noms ici et quelques photos. Je ne sais pas si vous aviez fait attention, vous avez tous vu des bourdons, ça c'est sûr. Par contre, est-ce que vous avez bien vu que tous les bourdons ne se ressemblent pas? Vous en avez certains avec le cul rouge, entre guillemets, enfin le bout de l'abdomen rouge, certains avec des bandes jaunes, blanches, d'autres qui sont plutôt gris. Donc voilà, il y a plein d'espèces différentes. Je fais un petit pas de côté par rapport aux bourdons, justement. Il y a une enquête participative qui existe. Et il y a une petite, vous pouvez récupérer ça sur Internet, une petite fiche de comptage là, qui vous permet d'identifier les grands types de bourdons. C'est de manière très simplifiée. Hein. En fait, on ne peut pas aller à l'espèce juste avec une photo. Bien souvent, il y a d'autres critères à regarder. Par contre, on peut regrouper, voilà, c'est le groupe du bourdon des pierres, le groupe du bourdon des champs qui se ressemblent. Donc là, vous avez une petite fiche d'aide qui vous permet, sur photo, de voir un peu cette diversité. Et si vous êtes accro, vous pouvez aider les scientifiques à mieux connaître les bourdons en France en participant à cet observatoire du bourdon. Là, vous avez plein d'infos sur Internet, donc je ne développe pas forcément plus. Je reviens sur l'étude qu'on a faite sur Chalmecin, juste pour expliquer comment on s'y prend pour étudier les abeilles. Il ne suffit pas simplement d'aller se balader avec son filet à papillon et puis attraper les abeilles, regarder un coup et hop, on met un nom sur l'abeille. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc là, je vous parle de la méthode qu'on a utilisée sur Chalmecin. Donc on a utilisé deux techniques différentes. Alors ce qu'on appelle la chasse à vue. Donc la chasse à vue, en fait, c'est on se met à l'affût au niveau d'un endroit fleuri. Donc là, par exemple, la collègue était devant un buisson de prunelier en fleurs et donc guette les abeilles qui viennent se poser pour butiner et donc attrape l'abeille et la ramène au labo parce qu'en fait le problème des abeilles c'est que si on veut déterminer l'espèce d'abeille, il faut malheureusement la tuer et la déterminer sous loupe binoculaire parce qu'il faut regarder un certain nombre de critères tout petits qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu. Donc ça c'est la grosse contrainte je trouve par rapport à l'étude des abeilles, c'est qu'il y a dans la majorité des cas nécessité de tuer les individus qu'on attrape pour pouvoir les déterminer. Donc ça limite déjà les choses. Autre technique que la chasse à vue, c'est le piégeage avec des assiettes colorées. Alors là, l'idée, c'est plutôt, on parle de piégeage passif. En fait, on met des petites, là vous voyez une assiette jaune, c'est des petits bols colorés. Donc en gros, on met une assiette jaune, une assiette bleue, une assiette blanche, parce que chaque abeille ne va pas être attirée par les mêmes couleurs de plantes. Donc l'idée, c'est de mettre ces assiettes à hauteur des fleurs, et donc l'abeille vient, encore une fois, là c'est pas terrible, mais l'abeille vient se noyer dans l'assiette. Donc on laisse l'assiette 24 heures, 5-6 fois dans l'année, et on vient récolter ce qu'on a attrapé dans l'assiette. Ça reste très localisé, hein, on n'étale pas des dizaines à l'échelle d'un site. Et voilà, il faut savoir aussi que c'est une réalité des choses. Si on veut étudier les abeilles, malheureusement, on est obligé de passer par là. Donc ces deux techniques, on va dire, mises ensemble, permettent d'avoir une bonne idée des espèces qui peuvent vivre sur un espace. Et puis la petite frise que je vous ai mis en dessous, c'est pour dire aussi qu'il ne suffit pas de venir une seule fois
sur un site naturel pour savoir quelles abeilles vivent. Là, vous voyez, on y est passé 8 fois, donc quasiment une fois par mois, de mars à octobre. Donc toute la période de vol des abeilles. Certaines sont précoces, d'autres volent l'été, d'autres en début d'automne. Et donc on est obligé de repasser très régulièrement, puisque la durée de vie des abeilles, globalement, est assez faible. Et donc, pour avoir une bonne connaissance des abeilles présentes, on est obligé de passer tout ce temps-là. Donc ça demande quand même beaucoup d'investissement en temps, notamment, et donc en argent, si vous faites travailler des salariés, pour connaître un peu ce qui se passe sur un site. Donc ce que je vous disais, là, voilà, vous avez en photo une abeille qui est préparée après l'avoir capturée sur le terrain. Donc on l'épingle, souvent il faut l'étaler correctement pour pouvoir voir les différents critères qu'on souhaite, qui permettent la détermination. Il y a des petites étiquettes qui permettent de dire à quel endroit exactement on l'a trouvé, quelle date. Donc ça c'est pour l'avenir, on va dire, si on doit revenir, parce que bien souvent en fait, on n'était pas d'accord sur le nombre d'abeilles sauvages, en fait c'est parce que la connaissance évolue. On se rend compte qu'une espèce, qu'on pensait une seule espèce, quand on regarde finement, les connaissances évoluant, c'était en fait 3 espèces différentes. Donc c'est pour ça qu'on en retrouve des nouvelles. Et le fait de garder en collection des abeilles et de bien les étiqueter comme ça, ça permet de revenir, dans 10 ans la connaissance sera améliorée, on pourra revenir regarder et se servir de ces abeilles, on va dire qu'elles ne soient pas tuées inutilement, qu'on puisse les réutiliser aussi à l'avenir pour améliorer la connaissance. Et puis dire, la petite phrase juste avant, c'était la difficulté de détermination. Vous vous doutez bien que quand il faut commencer à regarder si elle a 3 poils sous la patte avant et regarder la forme des cellules sur les ailes, n'importe qui ne va pas pouvoir faire ce travail. Donc voilà, c'est des spécialistes qui ont des années d'expérience qui sont capables de déterminer les espèces. Et donc voilà, le nombre de spécialistes est assez limité, ce qui fait que la connaissance sur les abeilles est relativement limitée. Là, je vous ai dit, on a observé 100 espèces d'abeilles sur le marais de Chalnosa. En gros, grâce à cette étude, on a amélioré de 90% la connaissance des abeilles de Haute-Marne. Voilà. Avant cette étude-là, il devait y avoir 4-5 espèces connues sur le département. Voilà. Et donc, cette petite diapo, quand même, ça a été plus ou moins abordé dans le film, mais juste là, malgré tout l'intérêt qu'on voit à ces espèces, à ces abeilles, là, tout le monde a conscience, et on en entend parler régulièrement, de la situation un peu préoccupante sur les abeilles et les insectes pollinisateurs en général. Je ne rentre pas forcément dans le détail là-dessus. Mais par contre, pourquoi 76% de la biomasse des insectes volants, c'est une proportion beaucoup plus grande que le reste? Ouais, alors ça c'est issu d'une étude qui a été faite en Allemagne il y a quelques années, là c'était paru, sur des réserves naturelles allemandes où en gros par des techniques d'études où ils piégeaient justement tous les insectes volants, ils ont pu comparer en fait à 30 ans d'intervalle la masse d'insectes qui avait été capturée il y a 30 ans et la masse d'insectes capturés aujourd'hui. Ils ont constaté qu'il y avait ces 76% de masse d'insectes qui avaient disparu des réserves naturelles allemandes. Donc c'est en réserve naturelle, donc vous imaginez ce qui se passe en dehors des réserves naturelles. Donc c'est vrai que cette étude-là avait fait pas mal de bruit à l'époque. Mais pourquoi il y en a beaucoup plus? C'est énorme par rapport aux abeilles sauvages. Pourquoi ils meurent beaucoup plus les autres insectes en général? Là c'est tout insecte confondu, là. Il n'y avait pas de distinction. Après, il y a un chiffre sur les abeilles domestiques, donc 25% des colonies d'abeilles domestiques. Là, c'est on va dire les abeilles les mieux suivies, puisqu'elles sont suivies et élevées par des apiculteurs. Et puis le chiffre à droite, c'est issu des listes d'espèces menacées, donc là c'est peut-être moins parlant. Là, avant de dérouler, j'ai envie de vous interroger. En fait, moi, je suis persuadé qu'on peut tous agir pour un peu enrayer les choses, ou en tout cas améliorer la situation. Alors, je vous pose la question, à votre avis, qu'est-ce qu'on peut faire
voilà, qu'est-ce qu'on peut faire chacun de nous pour améliorer la situation des... On va rester sur les abeilles sauvages. Oser. Alors on arrête de tondre. Alors pourquoi on arrête de tondre? C'est quoi le but d'arrêter de tondre? Voilà. Oui. Un gazon bien vert, c'est un désert. Effectivement, ouais, une action, j'allais dire basique, c'est de faire qu'il y ait plus de fleurs. Et comment on fait qu'il y ait plus de fleurs, c'est notamment dans nos jardins, limiter les tontes. Pas forcément ne pas tondre totalement, mais en tout cas laisser des zones où il y a des fleurs, effectivement. Ouais. D'autres propositions? Alors, installer un hôtel à insectes. Si vous avez remarqué, donc ils en ont parlé dans le film. Je ne sais plus comment ils l'ont présenté, mais c'était plus pour... Enfin, je vais vous donner mon point de vue par rapport aux hôtels à insectes. C'est intéressant parce que ça permet d'observer facilement certaines espèces d'abeilles sauvages qui vont venir nicher justement dans ces hôtels à insectes. Donc ça peut être une bonne chose dans ce sens-là, parce que ça amène le regard et ça facilite l'observation, notamment avec les enfants. On peut facilement leur montrer comment se passe la vie des abeilles. Par contre, là où ça me dérange un peu, c'est que bien souvent, ces hôtels à insectes, c'est un peu l'unique action qu'on va mener pour les abeilles. En fait, on va se dire, notamment une collectivité, ou ah bah tiens, on installe un hôtel à insectes et hop, ça y est, on a sauvé les insectes. On a sauvé les abeilles, mais on ne se pose pas la question de savoir s'il y a des fleurs autour pour que les abeilles se nourrissent. Donc ça ne peut pas se limiter à ça. Et l'autre inconvénient des hôtels à insectes, c'est que bien souvent on concentre au même endroit en fait tous les logements. Et donc vous avez vu, il y a eu plusieurs fois où on a parlé d'abeilles coucou, de guêpes coucou. Il y a eu plusieurs espèces qui ont été illustrées là. Quand vous avez une abeille, une guêpe coucou qui arrive et qui a tout sur place, elle arrive à l'hôtel à insectes, elle peut aller pondre dans tous les trous présents sans se fatiguer. Il n'y a pas de problème. T'as dû débrancher. Allô? Elle a tout sur place. Et c'est la même chose, là on n'a pas eu d'illustration, mais il y a tout un tas de parasitoïdes aussi qui profitent de cette manne-là. Donc vous imaginez bien que si ces nids d'abeilles sont disséminés ici ou là dans le paysage, c'est beaucoup plus compliqué pour les parasites de les trouver. Donc ils vont en trouver certains, mais il y en a tout un tas qui va passer à travers. Si tout est au même endroit, vous allez concentrer tout au même endroit et vous risquez... il y a risque quand même qu'il y ait un certain déséquilibre ou certains problèmes. Donc voilà, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas poser d'hôtel à insectes, mais en tout cas, il faut avoir bien conscience des limites et surtout ne pas se contenter de ça pour dire je pose un hôtel à insectes, ça y est, j'ai fait ma part et j'ai sauvé les abeilles. Et au niveau des communes, enfin pas seulement les citoyens, mais au niveau des communes aussi, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Interdire de passer des insecticides. Ah, c'est interdit maintenant de toute façon, non? On l'avait normalement, ils sont s'appliquer, il n'y a plus d'insecticides. Voilà. Mais à part que zéro phyto, donc maintenant c'est interdit, mais du coup, comment est-ce qu'on favorisait vraiment Enfin... Peut-être plus fleurir en laissant des zones aussi un peu sauvages, beaucoup d'espèces. Oui, au niveau des communes, il y a plusieurs espaces. On va parler des espaces verts, les espaces verts dans les communes. C'est le même cas, on parlait des tontes dans nos jardins, c'est la même chose dans les espaces verts communaux. Il y a certainement une réflexion à avoir sur certains espaces nécessitent d'être tondus parce que ça sert... on vient se coucher dans l'herbe pour un pique-nique ou autre, et c'est un chemin de passage et c'est important que ça soit tondu. Il y a plein d'autres espaces verts dans les communes qui ne sont pas forcément utilisés et où on peut limiter l'entretien effectivement et favoriser les fleurs. Ça peut être plus actif en plantant éventuellement des fleurs. Alors j'aurais tendance à dire privilégions les fleurs vivaces locales plutôt que
les plantes annuelles qu'il va falloir renouveler chaque année, etc. Quand je dis local, c'est parce que vous avez un certain nombre d'espèces qui sont adaptées à la flore locale, et il y a tout un tas de plantes, on va dire, de jardinerie qui ne sont pas forcément adaptées aux espèces sauvages. Voilà, dans les communes, ça peut être la gestion. Bon, après, il n'y a pas forcément besoin des supports, mais ça peut être. Je vais revenir à. Je continue là-dessus, je reviens à ça. Donc, simplement, ce que je voulais rappeler en termes d'action, moi, il y a un sujet que je trouve, on l'a abordé dès le début, c'est les fleurs, en fait. Il faut des fleurs, des fleurs, des fleurs, des fleurs. C'est le sujet, je crois, qu'il faut qu'on ait tous en tête. C'est que les abeilles sauvages, les bourdons dont on a parlé là, mais également tous les autres pollinisateurs, papillons, cirfes et autres, toutes ces bestioles-là, ils ont besoin d'une chose, c'est de fleurs. Et qu'est-ce qui manque dans nos paysages? Vous ferez l'exercice, je vous invite dans les mois qui viennent à observer autour de vous où est-ce qu'il y a des fleurs. Et vous constaterez que bien souvent, il n'y a pas tant de fleurs que ça, quoi. Quand on regarde autour de nous, et quand je dis regarder autour de nous, c'est en vous mettant dans la peau d'une abeille, c'est pas regarder à 3 km ce qui se passe. Vous avez vu le film de l'Osmie bicolore là, avec sa coquille d'escargot, où il vous disait l'abeille va faire 100 allers-retours pour ramener les brindilles et tout ça. 100 allers-retours à l'échelle d'une abeille. Je vous invite à faire déjà 100 fois l'aller-retour là, pour traverser le parking, juste pour ramener de quoi construire une hutte, puis vous faites la même chose pour ramener à manger, et, enfin voilà, ça va être compliqué. Et si vous n'avez pas du pain d'épices et du jus de pomme pour vous ravitailler entre-temps, et qu'il faut aller à 3 km chercher du jus de pomme chez le producteur, ça va être assez compliqué d'arriver à s'en sortir. Donc, voilà, c'est la même chose pour les abeilles, s'il n'y a pas de fleurs à proximité, ça va être très très compliqué. Et donc les fleurs, il y a deux choses. Il y a les fleurs qui fournissent le nectar, donc ça c'est l'énergie, on l'a bien vu illustré, donc c'est l'énergie pour l'abeille adulte qui va avoir du sucre pour continuer à voler. Et donc là, elles sont assez peu sélectives sur les fleurs. La seule sélection qu'elles vont avoir, c'est leur capacité à aller chercher le nectar. Donc ce qui n'a pas été forcément abordé là, c'est que parmi les espèces d'abeilles, vous en avez qui ont des langues toutes courtes et d'autres plus longues. Et donc en fonction de cette morphologie, ne vont pas pouvoir butiner les mêmes fleurs. Vous avez vu qu'il y a des fleurs, je ne sais pas, une renoncule par exemple, ou une marguerite. Le nectar, il est facilement accessible. Il y a des fleurs avec des corolles beaucoup plus profondes, type sauge et autres, où là, il faut une langue adaptée pour aller chercher le nectar. Et donc, il y a le nectar et il y a le pollen. Et le pollen, bien souvent, c'est la nourriture, plutôt, c'est des protéines pour les larves. Et là, donc, les abeilles peuvent être très sélectives sur les types de pollen. Vous en avez qui sont spécialisés, enfin, vous avez vu aussi dans les images, l'andrène du saule ou la colette du lierre, là, qui sont plutôt spécialisés sur certains types de pollen. Donc une fois qu'on a dit qu'il fallait des fleurs, donc là, si tu peux revenir juste sur la diapo d'avant, d'après, je ne sais plus. Donc les fleurs, j'insiste, c'est des fleurs toute l'année, dans le sens où, je vous l'ai dit, et ça a été dit dans le film, il y a des espèces qui vivent plutôt au début du printemps, d'autres qui vont vivre en fin d'été, et ça s'échelonne au fil de la saison. Donc si vous avez des fleurs qui à une période de l'année, vous sélectionnez les espèces qui peuvent être présentes. Bon, ça c'est ce que j'ai dit, maximum de diversité végétale, ça c'est lié justement à ce que je disais sur le pollen. Voilà, il faut différents types de pollen pour pouvoir nourrir les différentes espèces, et donc un maximum de plantes différentes. Des fleurs en abondance, bon ça c'est évident. Vas-y, tu peux passer. Donc là, je reviens sur on était sur les actions possibles. Je vais compléter par rapport à ce qu'on a dit juste avant. Alors j'ai mis des exemples en mettant quelques types d'activités. Donc voilà, je suis agriculteur. Qu'est-ce que je peux faire concrètement pour
pour les abeilles. Donc, je mets agriculteur, mais en fait, planter une haie, ça peut être un agriculteur, mais ça peut être un particulier, ça peut être une commune. Voilà. En tout cas, voilà, j'illustre quelques exemples comme ça. Le maintien ou la plantation de haies, là j'ai mis quelques espèces qu'on peut voir ici. On a la chance d'avoir une grande diversité d'arbustes différents, donc tu peux passer juste après. Juste pour illustrer, voilà, si on prend chaque espèce arbustive avec leur période de floraison, en pensant bien les choses et en diversifiant les arbustes présents dans la haie, on peut couvrir voilà, une grande période de nourrissage pour les abeilles. Il peut y avoir des actions également, ça a été testé sur le parc national il y a quelques années, d'implanter des bandes enherbées entre les boisements et les cultures par exemple. Donc des espaces où il va y avoir des fleurs et qui peuvent permettre de favoriser les abeilles sauvages. Alors ça, c'est à la fois au niveau des plus communautés de communes ou conseils départementaux, voire les associations foncières qui sont concernées également. C'est tout ce qui est gestion des bords de route et des bords de chemin. Donc je pense que là, il y a un vrai volant d'action pour améliorer les choses. Alors quand je dis c'est le conseil départemental ou la communauté de communes qui ont les cartes en main, moi je suis persuadé qu'on a tous notre rôle à jouer là-dedans, que ce soit en tant que membre d'un conseil municipal, que ce soit en tant qu'habitant, parce qu'en fait, je me rends compte, c'est une vraie galère de bosser sur ce sujet-là, et je me rends compte qu'en fait, les élus, notamment départementaux, qui gèrent ces questions de gestion des bords de route, ils sont vachement sensibles à ce que peuvent dire les citoyens. Et comme dans bien des cas, les citoyens qui s'expriment, c'est les citoyens qui vont râler. Donc là, celui qui va râler, c'est qui va dire les bords de route sont dégueulasses, sont pas entretenus, ça serait bien de faire quelque chose, qu'est-ce que vous faites? Donc là, les élus du conseil départemental sont au contact, ils entendent ça, oula, on va peut-être revenir en arrière, qu'on va continuer de faire comme on faisait avant. Donc c'est aussi important que chacun de nous puisse aussi faire remonter les choses en disant ah là c'est bien, vous avez moins fauché, c'est intéressant, ou alors à dire mais qu'est-ce que vous faites pour les abeilles quoi. Et voilà, là je pense qu'il y a un vrai rôle à jouer pour faire changer les mentalités, parce que voilà, nous ça fait quelques années maintenant que j'essaie de faire bouger les choses. Aujourd'hui ça bouge un peu grâce au parc national, parce qu'il y a des aspects réglementaires qui font que c'est déjà un peu plus entendu, mais voilà, c'est un peu compliqué. Par contre, on a testé des choses avec la communauté de communes Aubry-Vincennes-Montsaujonais, donc qui a que 200 km de route comparé aux 4000 gérés par le conseil départemental, mais c'est déjà 200 km où on peut tester des choses et montrer que ça marche. Et l'idée, ça a été justement de moins faucher. Parce qu'en fait, il se trouve que globalement, la gestion des bords de route ici, c'est 3 fauches dans l'année. Dans la majorité des cas, des terrains où ça ne pousse pas. Et donc, moi je me suis amusé à suivre ça finement là, ces dernières années. Et on va faucher des endroits où il y a 20 cm d'herbe. Donc, quand on me dit c'est une question de sécurité, j'ai un peu de mal à l'entendre. Donc voilà, c'est juste une habitude. On a prévu de passer, on passe. S'il y a de l'herbe ou il n'y a pas d'herbe, c'était marqué dans le planning, on passe. Donc voilà, moi l'idée c'est plutôt de dire on passe s'il y a besoin de passer. Donc c'est ça que j'aimerais bien qu'on arrive à faire évoluer. Bon voilà, on en discute. J'espère que ça bougera, mais c'est pas tout simple. En tout cas, ça a fonctionné au niveau de la communauté de communes. Bon, gestion différenciée, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est moins tondre. Donc ça peut être soit ne faucher qu'une fois, comme on voit la prairie au fond là, une fauche annuelle, c'est intéressant parce qu'il y a certaines plantes qui se développent. Et puis ça peut être aussi, comme on voit au premier plan, plus de fauches, c'est 2 ou 3 fauches, ça permet, tontes, 2-3 tontes, ça permet que ce soit pas, on va dire, tout rasé sans fleurs, mais et que ça soit un minimum entretenu, donc on peut avoir des entretenus. Bon, ça, on peut planter des espèces plus mellifères que d'autres.
Les forestiers ont aussi leur rôle à jouer. On a parlé du bois mort tout à l'heure, donc ça c'est une chose, mais c'est aussi favoriser des peuplements diversifiés. J'ai vu une publication de la préfecture qui était content d'avoir financé des plantations de résineux pour remplacer d'autres plantations de résineux. Voilà, là on est plutôt sur des espaces forestiers assez peu propices aux pollinisateurs, je ne parle pas du reste. Là l'idée c'est plutôt de dire on favorise les peuplements naturels entre guillemets et puis on garde des espèces, là on voit du saule, merisier, érable, enfin voilà, une diversité d'essences différentes, y compris des espèces à faible valeur économique mais à fort potentiel écologique. Donc là on est sur un territoire où je pense qu'on est plutôt exemplaire là-dessus. Bon, là c'était une image sur le bois mort en forêt. Donc on a vu le rôle des coléoptères saproxyliques qui font des petites galeries qui servent de nidification. Puis là on a une image d'une colonie d'abeilles mellifères pour le coup, donc l'abeille qui est domestiquée, mais voilà où certains essaims s'installent dans des trous, des anciens trous de pique par exemple dans un arbre. Voilà. Bon, ça je reviens pas là-dessus. Enfin, chacun dans notre jardin, bon, il y a les histoires de la tonte, mais il y a aussi, là vous avez une image de potager. Dans le potager, il y a moyen de garder des espaces favorables aux pollinisateurs, de ne pas retourner la terre partout, garder des planches fleuries au printemps tant qu'elles ne sont pas utilisées, ça peut avoir un intérêt fort. Là, je vous ai mis un lien, j'avais fait une petite conférence en visio pour le parc de la Forêt d'Orient sur l'accueil des pollinisateurs au jardin. Donc ça, c'était en me basant sur une expérience personnelle, en montrant les différentes actions qu'on a pu faire dans notre jardin et les résultats. Donc là, vous avez possibilité de la visionner sur Internet, donc je vous ai mis, voilà, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir. Et puis je termine là-dessus, j'insiste, j'enfonce le clou, mais on a vraiment, enfin voilà, on peut être, quand on voit les chiffres de disparition, etc., ça peut un peu affoler ou démoraliser. Mais voilà, je suis persuadé qu'il est encore temps de faire quelque chose, qu'on peut tous faire quelque chose. Et si on s'y met tous, ben voilà, on peut, chacun va préserver autour de chez lui un petit espace. Et puis, voilà, si, vas-y, tu peux cliquer. Si on est plusieurs à faire ça dans son jardin, si la commune fait pareil sur ses propriétés, si le conseil départemental fait pareil sur les bords de route, si l'agriculteur d'à côté fait pareil dans son champ, etc., ben on peut, à mon avis, avoir des paysages qui soient vachement plus intéressants et propices au maintien des abeilles sauvages et autres pollinisateurs. Voilà, je pense avoir dit ce que j'avais envie de dire. Donc voilà, si vous voulez... Merci Romary. Et alors, vous n'êtes pas tous de Val-d'Étille? Non, vous n'avez pas tous entendu parler des ABC. Vous voulez savoir un peu plus? Ou est-ce qu'on peut savoir un petit peu plus du coup dans le cadre des ABC, parce qu'il y a tout un truc autour de la science participative, enfin, est-ce qu'on peut avoir quelques exemples d'actions qui vont être mises en place ou qui sont peut-être déjà mises en place? Moi, je suis un peu pris en traître, mais en gros, je vais pas vous faire un remake de la réunion de lancement. Il y a des vidéos disponibles sur le site du Parc National qui résument bien ce qui a été dit. Mais en gros, vous avez pu assister aujourd'hui à la première animation sur Val-d'Étille dans le cadre des ABC. Mardi, on a eu une conférence sur la cigogne noire, pareil, en lien avec les ABC à Colmiers-le-Haut. Donc à venir, plein de choses. Beaucoup d'animations, on va essayer d'en faire une par mois au maximum, enfin au minimum, pardon. Et on va aussi essayer de mettre en place des enquêtes participatives pour que n'importe qui puisse participer dans le cadre de ces ABC. Donc le but des séances participatives, ça va être vous d'aller vous promener
imaginons que cet été, on lance une enquête sur différentes espèces de rapaces diurnes qui sont potentiellement en danger sur le territoire. On vous demandera, par le biais d'un formulaire papier ou d'un formulaire en ligne, d'aller vous balader sur les communes de Colmiello ou de Val-d'Étille et de nous faire un retour sur vos observations. En ce moment, on a 2 enquêtes qui sont lancées et qui vont être disponibles sur les 2 ans des ABC. On a Faune Champagne-Ardenne, du coup c'est un outil de saisie de données faune qui est disponible sur internet. Vous avez le lien au dos du flyer que vous pouvez retrouver à la sortie. Donc ça c'est une plateforme où vous pouvez retrouver toutes les données que vous pouvez mettre, consulter aussi tout ce que vous pouvez trouver autour de chez vous. Et on a aussi une enquête qui est lancée par la LPO qui s'appelle Oiseaux du Bâti. Donc Oiseaux du Bâti, pareil, c'est lancé depuis janvier, les réunions de lancement. Donc c'est une enquête qui porte sur, comme son nom l'indique, les oiseaux qui vivent dans le bâti. On a une ouverture qui est faite aussi sur les mammifères qui vivent dedans, que ce soit des loirs, des chauves-souris, des fouines, et j'en passe. Donc pareil, vous pouvez mettre la main à la pâte en nous faisant des retours sur ce que vous observez chez vous, dans vos bâtiments, dans vos villages. Et pareil, vous avez le lien normalement à l'arrière des flyers, parce que cette enquête est disponible que en ligne. On n'a pas de formulaire papier qui existe pour celle-ci. Si le besoin en est, je pourrais voir avec la LPO si un formulaire papier peut être mis à disposition. Mais en tout cas, vous avez tous les liens qui sont disponibles sur le site du Parc National dans la rubrique des ABC. On va faire en sorte aussi, avec toutes les animations, on récupère aussi pas mal d'adresses mail pour faire des retours à l'OFB, mais on va en profiter d'avoir cette adresse mail justement pour vous communiquer certaines informations un peu en avant-première ou au moment où ça va être communiqué sur le site pour justement vous en parler plus en détail, et une communication sera faite quoi qu'il arrive sur les animations à venir et sur les enquêtes qui vont venir. On espère en mettre beaucoup en place et on espère vous voir nombreux. La prochaine animation qui aura lieu, ça va être samedi prochain à partir de 17h30 à Colmiello. Il va y avoir une première partie en salle sur une présentation des espèces de rapaces nocturnes qu'on peut trouver sur le territoire. Et ensuite, une sortie terrain sera faite par la LPO. Merci à vous et puis bon goûter. Oui, avant de vous libérer pour le goûter... J'ai oublié, je fais juste une petite présentation si vous voulez en savoir plus sur les abeilles. J'ai 2 petits bouquins là, que je trouve plutôt bien faits. Il y a un petit bouquin là, qui coûte 10 € qui permet une première découverte des abeilles sauvages qui est... Voilà, ça coûte pas cher et ça permet d'en savoir un peu plus. Et un bouquin là, que j'ai acheté dernièrement que je trouve vraiment bien fait avec des photos assez dingues qui s'appelle Découvrir les abeilles sauvages de Monique Berger. Donc voilà, si vous avez envie d'en savoir plus ou vous voulez un petit cadeau d'anniversaire ou de Noël, enfin Noël c'est un peu, ce sera pour l'année prochaine, mais voilà, 2 bouquins que je vous conseille. Voilà. Et sinon, je vous donne rendez-vous au nom de la médiathèque, donc le 12 mars ici, à 15h, donc il y a des flyers sur le bar à la sortie, donc c'est un spectacle tout public, Note d'amour, à 15h, 1h, spectacle tout public, c'est un spectacle musical d'après ce que je vois, avec de la guitare et du chant. Et Loïc, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur la fête de la nature qui est censée avoir lieu ici à Chalmecin le 10 ou 12 juin? Alors, il y a un gros événement qui va avoir lieu, il va y en avoir 2 sur les 2 ans. Le premier va se passer à Val-d'Étille et l'année prochaine ce sera à Colmiello, donc ça va être un événement type fête de la nature. Je ne peux pas en dire plus pour l'instant parce que c'est encore que en préparation, mais en tout cas ça aura lieu le 10 juin. Ce sera sur la commune de Val-d'Étille. Tous les partenaires des ABC seront présents normalement et feront des animations. Mais après, pour l'instant, c'est encore trop tôt pour en dire plus. Mais il faut noter la date, donc le 10 juin. Réservez votre date, du coup le 10 juin. C'est ça, réservez votre date. Il y aura plein d'animations qui seront sûrement sur inscription. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur le site du parc pour essayer d'avoir plus d'informations. Et puis moi, donc avec Autour de la Terre, je vous donne rendez-vous en particulier au cinéma de Langres entre le 15, mercredi 15 et le
Mardi 21, il y a la fête du court-métrage dans toute la France. Et du coup, on va faire 3 projections à Langres, mais on va faire aussi donc, dans des endroits privés, des établissements scolaires ou des... certains ne seront pas ouverts au public, mais en tout cas, il y en aura 3 qui seront ouverts au public. Le jeudi 16, au cinéma de Langres en soirée, le dimanche matin pour les enfants à 11h, et puis de nouveau le mardi soir 21. Voilà, vous recevrez l'information aussi. Voilà, bon bah on va, si vous voulez, pour qu'on puisse déguster le petit goûter, quand vous allez vous lever, faire une pile de chaises par rangée, ça serait super, ça avancera le travail de l'équipe municipale.